L'after qui est avec vous jusqu'à minuit, l'after du samedi avec Ali Benarbia, avec François Manardo. C'était chaud entre l'OM et le PSG. On est chaud bouillon pour demain. Mais on va déjà parler d'un autre derby justement avec Fred Hermel, le derby dont parlait à l'instant François Manardo. Salut Fred. Hola chicos. Salut Fred. Il a raison François, c'est un sacré gros derby que ce derby andalou. C'est le plus gros. Le Betis FC Séville, victoire du FC Séville, Fred. Ouais, c'est le plus gros derby d'Espagne. C'est-à-dire que, avant de parler spécifiquement de cette rencontre, c'est vrai qu'on parle beaucoup du derby madrilène qui est important, du derby basque entre la Real Sociedad et l'Athletic. Mais vous savez, les Andalous sont des gens généreux, ce sont des gens qui ont l'exagération méditerranéenne. Donc tout prend des proportions telles qu'un derby est un moment énorme. Vraiment, c'est le plus important, c'est le plus gros derby de la Liga. Et là, les amis, Séville, ce soir leader, hein. Séville leader ce soir. Ça, hein. Co-leader, mais c'est co-leader, ils ont le même nombre de points. Ouais. Mais en Espagne, c'est le goal average particulier qui compte. Et Séville a battu 2-1 le Real Madrid. Donc voilà. On doit considérer ce soir que Séville est leader avec le même nombre de points, mais devant le Real Madrid. Ce Séville qui m'épate et qui épate de plus en plus. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a fait une mauvaise première période, qui était menée sur la pelouse du Betis. Et Sampaoli, il n'hésite pas, il fait 2 changements à la mi-temps, notamment en faisant rentrer Iborra. Iborra, c'est une passe décisive. C'est-à-dire, il participe à l'égalisation de Mercado sur coup de pied arrêté et il marque le but de la victoire de la tête. Donc on est dans une équipe qui aujourd'hui est un candidat à la victoire finale en Liga et en Ligue des Champions. Ça me rappelle étrangement l'Atlético de la saison 2013-2014. C'est exactement pareil. Franchement, c'est. Ouais, et puis avec un coach particulier aussi, alors différent de Simone, mais avec un coach qui apporte un truc évidemment à Séville. Bien sûr. Et puis passer derrière Emery qui avait gagné la Ligue Europa, on savait pas si ça allait prendre immédiatement la greffe avec une nouvelle équipe, Nasri et compagnie. C'est ça aussi l'exploit de Sampaoli là. C'est-à-dire que c'est l'exploit surtout de Monchi, c'est-à-dire que c'est Sampaoli, il a du matos, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Ok, tu perds Krychowiak, mais t'as Nasri qui arrive avec en plus un état d'esprit fabuleux. Un type qui aujourd'hui est prêt à renoncer à la moitié de son salaire pour pouvoir rompre son contrat avec Manchester City et s'installer définitivement à Séville. Il a toujours le plus gros à Séville en plus. Oui, bien sûr, bah oui, il a encore payé, il a encore payé en partie par, non, il est payé c'est-à-dire que peut-être que Séville paye une partie, hein, mais il conserve son salaire de City. C'est un prêt. C'est un prêt. C'est pour ça. Acheté, c'est pour ça, c'est un prêt. Mais après, Séville doit payer une partie, mais son salaire, c'est sans celui de City. Donc voilà. Non, mais vous avez une équipe qui est Jovetic, qui est en train de révolutionner tout, c'est un excellent attaquant. On dirait qu'il a toujours été là. Ah ouais, mais c'est un leader, c'est hallucinant. Ce type-là est arrivé il y a 1 mois et demi, et c'est un leader. Moi, Fred, le seul truc, alors sur la Liga, je te rejoins à 100%. Là où je te rejoins pas, c'est sur la Ligue des Champions. Par rapport à ta comparaison, ton analogie avec l'Atlético, dans la dimension physique, par rapport surtout à celle de l'Atlético, je trouve que Séville quand même un petit peu en dessous. Il n'y a pas cet effet rouleau compresseur de 90 minutes de l'Atlético qui en plus a du ballon, hein, comme Séville. Voilà. Seul bémol et la qualification au King Power Stadium, même si les joueurs sévillans, je parlais avec Adil Rami mercredi soir, ils sont super confiants, mais elle est pas dans la poche encore. Non mais je crois que la différence de niveau est telle entre les deux équipes, mais c'est hallucinant. Je pense que c'était trop facile pour Séville, ils se sont fait avoir parce qu'ils se sont les savoir, c'est-à-dire qu'il y a eu ce but de Vardy, mais c'est-à-dire qu'ils étaient tellement sûrs d'eux. Voilà, c'était bizarre parce que il y avait pas forcément l'ambiance des grands soirs. Oui, parce qu'il y a un problème avec les ultras, tu sais, à Séville. Ouais, comme bon, ouais, les Biris, c'est voilà. Mais c'est pas simplement ça, c'est-à-dire que Séville se sentait tellement supérieur que c'était presque un match un peu trop facile. Tu vois ce que je veux dire? Et alors que quand il y a un Real qui vient, il y a un Barça qui vient, ou la Juve quand elle est venue, là il y a une ambiance de folie et ça pousse. Et même dans l'attitude qu'ont eu les joueurs, ça n'a pas été le rouleau compresseur que peut être le Sanchez-Pizjuán avec les joueurs à fond.
Mais sincèrement, si Séville se qualifie pas, vu la faiblesse technique qui est en face, mais c'était pathétique. Sincèrement, il y a des moments, c'était. En fait, la réalité sur ce match, s'il n'y a pas Kasper Schmeichel déjà, c'est qu'il ne doit pas y avoir 2-0 au moment où Leicester est 4-0, 5-0. S'il y a 4-0, ça fait 4-1, et là on est plus dans la logique un peu du match aller. Tu vois vraiment cette équipe de Séville se battre avec Barcelone et le Real, voire l'Atlético pour le titre, sincèrement? Aujourd'hui, elle est en tête. Non, pas aujourd'hui, je parle jusqu'à la fin. On est au mois de mars, hein. On disait la même chose de l'Atlético il y a 3 ans. Quand l'Atlético a gagné au bout de 5 matchs, on se disait bon, ça va pas durer. Au bout de 10 matchs, ça va pas durer. Là, ça fait 23 matchs et ça dure, Séville. Non, et puis il y a des joueurs exceptionnels. Sincèrement, ça joue. Et ce qui est terrible, c'est que même quand cette équipe ne joue pas bien, parce qu'elle a les capacités de faire un football magnifique, et ben elle gagne quand même. Et c'est là où les équipes championnes sont celles qui sont capables de gagner même quand elles sont pas bien. Fred, on va écouter dans quelques instants Zinedine Zidane, mais juste avant un mot quand même sur, tu parlais de l'Atlético Barça demain. Hein. J'y serai, bien sûr. Match fabuleux, 16h15. Beaucoup de gens sur le Twitter me disaient alors quand tu sens le Barça, je dis je vous dirai ça demain. Voilà, parce que les 2 derniers matchs c'était le 4-0 à Paris et plus cette victoire étriquée 2-1 assez honteuse face à Leganés parce qu'ils ont été lamentables les Barcelonais. Donc demain ça c'est un vrai match parce que l'Atlético qui a été en démonstration à Leverkusen en gagnant 4-2 en Ligue des Champions et qui a déjà pillé sa qualification pour les quarts de finale de la C1. Demain je pense que c'est une journée charnière. C'est-à-dire que demain on peut avoir l'occasion pour l'Atlético de revenir dans la course au titre. Si l'Atlético gagne, et le Real en plus n'a pas gagné à Villarreal demain soir, quoi. Donc tout ça peut se tenir en 3-4 points, les 4 devant. Enfin, Séville peut en profiter, quoi. On rappelle que le Real a 52 points comme Séville ce soir. Le Real a un match en retard. Hein. Oui, mais qui va sûrement être disputé le 17 mai. Parce que comme le Celta Vigo s'est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa, il y a plus de dates disponibles en fait. D'accord. Donc en tout cas, le Real avec un match en moins, 52 points, Séville 2e, 52 points, co-leader ce soir, 3e Barcelone 51 points et l'Atlético 45. Effectivement, si l'Atlético l'emporte, l'Atlético recolle, mais ils sont un petit peu plus loin. Tu as vu Zinedine Zidane et il t'a parlé de Benzema. Des propos très importants quand même par rapport à nous et notre débat qu'on a sur Benzema et l'équipe de France, hein, Fred. Oui, mais le problème c'est pas Le Gret, on le sait bien. Le Gret a toujours dit qu'il allait revenir, donc. Mais parce qu'on rappelle, le contexte c'est que Le Gret a parlé d'une porte ouverte pour Benzema par rapport à la sélection. La porte elle est ouverte, mais comme elle est fermée derrière par Deschamps, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, les propos de Zidane, c'est quoi? C'est à usage interne ou c'est sincère? Bien sûr, il le pense vraiment. Mais moi, je peux vous dire que pour en avoir parlé au moment de la non-sélection de Karim Benzema pour l'Euro, pour en avoir parlé avec Zizou en privé, il pense ça et il trouvait ça terrible qu'il n'y aille pas. Il m'a même dit Karim ne s'en remettra jamais. Le fait de ne pas avoir joué l'Euro en France. Donc ce qu'il dit là, c'est pas de la com, c'est quelque chose de très vrai. On écoute Zinedine Zidane avec Fred. Karim attend ça depuis très longtemps parce qu'il a envie de jouer avec l'équipe de France et ça peut être un plus pour lui bien sûr. Et le fait que de nouveau la porte est ouverte pour lui, mais même pour l'équipe de France, c'est bien et c'est bien que tout le monde puisse revoir tout ça. C'est le meilleur joueur français, pour moi en tous les cas. Pas parce que c'est mon joueur, c'est parce que je le pense vraiment et il peut vraiment apporter quelque chose à l'équipe de France comme il le fait avec Madrid. Zidane qui remet une pierre dans le jardin de Deschamps. Ce débat, il va jamais se terminer. Mais en tout cas, voilà, c'était dit. C'était à quelle occasion, ça, Fred? C'est le compte de presse d'avant-match, tout simplement. Et donc, les médias français, on a négocié d'avoir 2 questions en français, parce que la compte de presse se fait en espagnol. Le Zidane est un espagnol parfait. Mais pour que vous puissiez avoir du Zizou en français dans le texte. C'était parfait. Merci Fred pour toutes ces infos. Les amis, donc ce week-end charnière non, mais ce qui est vraiment important de dire, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait qui va être champion en Espagne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que avec grâce à Valence, d'ailleurs en partie. Et pour terminer là-dessus, c'est-à-dire que moi, les gens me disaient non, mais de toute façon, c'est plié, il y a 2 matchs en retard. Mais 2 matchs en retard, ça veut pas dire que tu les as gagnés. Et la preuve, c'est que le match en retard, ils l'ont perdu mercredi. C'est clair. Merci Fred. Et puis demain, évidemment, on va suivre le Barça avec une grande attention. On file du côté de l'Italie rapidement. Simone Rovera est là. Salut Simone.
Salut, bonsoir. Ciao, Deux matchs importants. La Juve qui jouait contre Empoli et qui a gagné 2-0. Et Naples, c'est la surprise du jour. Simone qui a perdu contre l'Atalanta Bergame 2-0. Oui, à la différence de ce que disait Fred, en Italie, on sait déjà qui va être champion, donc c'est un peu différent. Mais on ne sait pas qui va arriver deuxième ou troisième. Et c'est ce qui s'est passé cet après-midi avec la victoire de l'Atalanta, parce que je veux pas dire que c'est une défaite de Naples, mais c'est une vraie victoire de l'Atalanta qui, sans peur, sans chercher de défendre, parce que c'est un jeu magnifique ce que fait l'équipe de Gasperini, et elle est gagnée à Naples, a joué la dernière demi-heure à 10. Et même à 10, elle est marquée ce deuxième but extraordinaire, parce que ce soir, on a eu la révélation que Caldara va être les prochains grands défenseurs italiens. C'est déjà un des meilleurs jeunes, je l'avais mis dans les top 11 du 2016, de la fin de la saison en décembre. Ce soir, il a marqué un doublé, défenseur central. Il a fait rester Naples muette. Pratiquement, il a eu presque pas d'occasion dans la surface. Un défenseur extraordinaire et le but de 2-0. Je vous invite à aller chercher sur les réseaux sociaux parce qu'il fait une course de 80 mètres avec un petit pont, avec une lobe sur un milieu, et elle va recevoir un cross avec une volée extraordinaire. Vraiment un défenseur complet. Malheureusement, pour tous les clubs qui voulaient s'arracher, a déjà signé le contrat avec la Juve. Donc la Juve a déjà les prochaines, qu'on peut dire, héritiers de la BBC. Caldara. Juve tranquille face à Empoli, un match un peu similaire à celui face à Porto. Première mi-temps un peu ronronnant. Après, elle a trouvé, quand elle a voulu accélérer, elle a trouvé les premiers buts avec Mandzukic. C'est une contre son camp de Skorupski, le gardien d'Empoli, mais c'est que pour la statistique, parce que coupe de tête les bonnes élévations de Mandzukic, transversale, la balle rebondit sur Goal line technologie, mais elle était bien rentrée. Voilà. Et après, Alexandro qui marque un vrai beau bout de latéral brésilienne. Avant le match City-Monaco, Guardiola parlait de Monaco et disait que voir des buts marqués par un latéral sur le centre de l'autre latéral, c'est quelque chose de très rare, voire extraordinaire. Et ben, à Porto, c'était Dani Alves qui marque sur le centre d'Alexandro, et ce soir, c'est Alexandro sur le centre de Dani Alves. Donc les latéraux de la Juve se confirment pas comme des défenseurs, mais deux attaquants en plus, un système qui c'est déjà un 4-2-3-1. Donc il attaque à 6 la Juve. Puissance offensive extraordinaire. François, une question. Vous savez ce que c'est qu'un cross? Parce que Simone, il a dit un cross. Non, c'est quoi? C'est un centre, mais c'est un ballon aérien surtout. D'accord. Toto Berizzo nous dit sur le hashtag RMC Live, la Juve dégage un vrai sentiment de rouler sur ce championnat plus que les années précédentes. Je sais pas si on peut dire plus, Simone. Je sais pas moi non plus. Oui, parce que si dans les dernières saisons, plus ou moins, il y avait toujours une équipe plutôt fixe, ces soirs, la Juve jouait sans Buffon, sans Dybala, sans Khedira, sans Chiellini. C'est toujours, et c'est des choix, s'il n'y avait pas de blessures, c'est des choix de turnover de Allegri. Mardi, il y aura la demi-finale aller de la Coupe d'Italie face à Napoli. Il y aura après un autre match de championnat, les retours en Ligue des Champions. Et chaque fois qu'Allegri sort quelques cadres de l'équipe titulaire, tout est sans qu'il n'y a aucune différence. Naples, il y a 2 semaines, a fait du turnover et il a fait 0-0. Il fait un partout à domicile face à Palerme. Ce soir, elle perd face à l'Atalanta. Donc, on voit que la Juve a vraiment une effectif énorme et d'une qualité extraordinaire. C'est vrai qu'on n'arrive pas à comprendre comment la Juve peut perdre ce titre. Et demain soir, Inter-Roma, si l'Inter gagne, arrive à 2 points de Naples pour la 3e place, mais surtout si l'Inter gagne, les 10 points de la Roma restent 10 points de retard. Donc, oui, on est à février, on peut dire déjà qui est champion. En fait, de toute façon, oui, qu'il y ait 10 points ou 7 points, je crois pas que ça changera grand-chose et la Juve va être championne. Pour en revenir à l'Atalanta Bergame, ils ont toujours sorti des très très bons jeunes et ils se sont toujours fait piller. C'est dommage que ce club n'a pas les moyens de garder ses meilleurs jeunes. Bon centre de formation. Ils sont 4e d'ailleurs, Bergame, on n'en parle pas. Ils font une belle saison et ils font un très gros centre de formation. On parle de Gasperini, j'ai déjà parlé plusieurs fois dans l'after d'un plus probable départ de Allegri à la fin de la saison à la Juve, et avec le nom de Paulo Sousa, on fait toujours plus le nom de Gasperini comme potentiel remplaçant à la Juve. Il faut savoir que Gasperini, il a commencé son histoire d'entraîneur à la Juve, comme dans le secteur des jeunes, dans la formation, voilà. Après, il est parti, il a été entraîneur à Genoa, il est passé par l'Inter, mais sans beaucoup de chance. Aujourd'hui, on voit un entraîneur qui peut faire vraiment les grands pas pour devenir un entraîneur d'un grand club. Et l'Atalanta, il faut rappeler aussi qu'il a déjà perdu Gagliardini, qui est passé de l'Atalanta à l'Inter,
en janvier pour 30 millions. Donc, a déjà perdu beaucoup de jeunes joueurs. Et que si on parle déjà d'une affaire faite, mais c'est pratiquement fait, les milieux qui suivaient le Paris Saint-Germain, même cet hiver, qui va signer à la Roma la prochaine saison pour 25 millions. Donc, beaucoup de jeunes, mais un supermarché toujours ouvert et les jeunes vont toujours partir. Merci beaucoup, Simonet, pour toutes ces infos. Et la Juve qui a donc 10 points d'avance ce soir avant les matchs de demain. La Juve en tête et la Juve aussi en passe de se qualifier en Ligue des Champions. La Juve va peut-être aller loin. C'est la vie d'Ali, donc il nous l'a dit depuis longtemps. On les retrouvera en finale. Allez, on va parler de l'Angleterre avec Philippe Auclair dans quelques instants et de l'Allemagne avec David Lortolari. À tout de suite dans l'After.